Vous le savez bien, le gardien doit parfois encaisser des chocs, mais autant ne pas les sentir passer. C'est pourquoi Decathlon a pensé à nous avec son sous-maillot de protection dédié aux gardiens. Vêtements hyper respirants, mousse de protection au coude et toujours avec une totale liberté de mouvement. C'est le sous-maillot parfait conçu par des gardiens pour les gardiens. Si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver le lien du sous-maillot dans la biographie du compte sur les réseaux sociaux de La Voix des Gardiens. J'en profite pour remercier une nouvelle fois Decathlon de soutenir le podcast et de vous proposer ce nouvel épisode. Bon, quand on est sur la plage, sur le sable mou, on n'a pas peur de plonger, de tomber. Quand on est dans l'eau aussi, dans la mer ou dans les fleuves. Ensuite, pendant 2 ans, j'ai fait du judo. Donc j'ai appris à chuter. Et mon style est arrivé comme ça, quoi. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans La Voix des Gardiens, le podcast qui plonge dans leur univers. Vous en avez l'habitude, depuis 2 saisons, mes invités se livrent avec sincérité et bonne humeur sur leur carrière, avec des anecdotes, des confessions et même parfois des conseils. Pour cette saison 3, on va de nouveau se pencher sur le poste, la grande famille des gardiens de but, qu'importe le sport. Un poste à part, diront certains, pour les fous diront d'autres, mais avant tout indispensable dans une équipe. Et c'est justement pour ça que j'ai voulu interroger les spécialistes du poste. Et si vous découvrez cette série d'entretiens grâce à cet épisode, 2 saisons vous attendent. Pour les réécouter, on se retrouve sur les plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux. Bonne écoute! Et pour ce nouvel épisode de La Voix des Gardiens, je reçois un champion du monde et champion d'Europe. Après Thierry Omeyer au début du mois, mon invité a lui aussi fait carrière au PSG, mais au football cette fois. Surnommé le chat pour son aisance dans les airs et sur sa ligne, son allure inimitable dans les années 80-90 a inspiré de nombreux jeunes gardiens. Bonjour Bernard Lama. Bonjour. Avant de parler de ta vie en bleu, de l'Euro 96 à l'Euro 2000, en passant évidemment par la Coupe du Monde 98, on va retracer le reste de ta carrière pour essayer de comprendre ton style et tes parades. Elle a commencé en Guyane, puis à Lille pour tes débuts en métropole, avant de continuer à Metz, Brest, Lens, West Ham et Rennes, et surtout dans le Grand Paris du milieu des années 90, avec qui tu gagneras la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe en 96. Mais avant ça, première question, je la pose à tous les invités, c'est quoi un bon gardien aujourd'hui, en 2025 ? Ah, ça, c'est une bonne question. Selon mes critères à moi, et que ce soit en 2025 ou il y a 20 ans ou 30 ans, le bon gardien, c'est celui qui ne donne pas de but. C'est celui qui défend, quelles que soient les circonstances, qui défend sa cage au mieux. Comment toi t'es devenu gardien de but ? Je pense que je suis devenu gardien naturellement. J'habitais à côté de la plage, donc tous mes jeux étaient sur la plage. Et à cette époque-là, je voulais être Pelé. Je voyais des images du Brésil des années 70, donc j'avais 7 ans. J'ai eu une révélation, on va dire, et j'ai voulu être footballeur. Donc après, le poste de gardien, comme je le dis, il est venu naturellement à travers les jeux que l'on faisait sur la plage. On se défiait souvent, donc dès qu'on marquait un but, on allait dans le but. Même dans l'eau, quand on était dans la mer avec les ballons, on faisait des exercices. Comment dirais-je, on se mettait face à la vague, par exemple, on envoyait le ballon dans la vague et puis après il fallait retrouver le ballon, il fallait plonger après, donc tout ça m'a formé. Et puis à 13-14 ans, à un moment donné, un jour, j'étais sur la plage avec un de mes camarades à l'époque, Jean-Philippe, et je lui ai dit bon, maintenant je suis gardien, quoi. Et ton surnom, le chat, il te vient de là ou il est arrivé après ? Il me vient de mon style. Bon, quand on est sur la plage, sur le sable mou, on n'a pas peur de plonger, de tomber. Quand on est dans l'eau aussi, dans la mer ou dans les fleuves, on peut plonger, on n'a pas peur. Ensuite, pendant 2 ans, j'ai fait du judo. Donc j'ai appris à chuter. J'ai fait du handball aussi. Puis bon, voilà, après je viens de la Guyane, je viens de la forêt amazonienne. Donc une grande partie de ma vie aussi se passait dans la forêt, à aller à la chasse, à aller débusquer un gibier, ou aller chercher des oiseaux rouges avec un long bec. Donc non, j'ai appris à me débrouiller dans la nature et à utiliser aussi
les éléments naturels. Et mon style est arrivé comme ça, quoi. Et le football en Guyane, sur ton enfance, ça ressemble à quoi? T'es dans un club, t'as des spécifiques déjà, t'as pas de spécifiques, tu t'entraînes souvent, Ouais, en fait, moi, je m'entraînais tous les jours. Mon père était président du club, donc on était souvent... Bon, il était président, mais en même temps, c'est lui plus ou moins qui faisait le programme d'entraînement. Donc j'étais tout le temps au club, mais indépendamment du club, comme je l'ai dit, dès que je sortais de l'école, boum, j'étais avec les copains aux environs de la maison quand il n'y avait pas d'entraînement. Ensuite, on est dans les années 70, avec l'émergence de Pelé, tout ça, donc le football. Et nous, on est en Guyane, on est juste à côté. Ouais. Donc... pendant un bon moment, pendant 8 ans, je suis allé tous les ans, tous les 2 ans au Brésil, avec mes parents, en vacances. Donc voilà. Mon style, c'est un style naturel. C'est le style de quelqu'un qui aime la nature, puis qui aime plonger. À l'époque, bon, voilà, hein, on était des gardiens, on plongeait. Et concernant le foot professionnel, la métropole, est-ce que ça te paraît loin? Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est un rêve? Non, c'est un objectif. C'est pas, ça a été un rêve, oui, au départ, mais en fait, ça devient un objectif quand, parce que quand je suis jeune, je suis quand même pas mauvais. Je suis sélectionné avec les cadets à l'époque de la sélection de la Guyane. Et en même temps, j'ai un peu de chance parce que il manque un gardien dans mon club, chez les seniors. C'était de la division d'honneur. Bon, j'ai 15 ans et demi, 16 ans. Et c'est comme ça que j'ai démarré. Et le football en Guyane, à cette époque-là, était d'un très très bon niveau. Techniquement, physiquement. Il y avait de très très bonnes équipes en Guyane à ce moment-là. Toujours beaucoup de monde au match. C'était bon. Et puis t'avais déjà un peu ces ambiances-là autour des matchs. Et t'avais 16 ans au moment-là, donc. Oui. J'avais 16 ans. J'étais au lycée. On jouait des matchs où il pouvait y avoir 5000 personnes autour, même si la tribune était pleine, mais tout autour, les gens étaient sur les murs et tout ça. Non, c'était une période dorée du football. Mais nous, on était au bout du monde. Donc, quand je suis arrivé, en fait, moi, on m'a vu à la Coupe nationale cadet à Vichy. C'est là que j'ai été repéré. Et bon, la chance, c'est que en fait, je joue en cadet, en sélection, mais dans la même année, j'ai fait sélection cadet, junior, senior, et je joue en senior avec mon club. Donc, et comme il y avait déjà un très très bon niveau, donc bon, j'étais au-dessus. T'as progressé plus vite, le fait d'être en senior, les frappes, l'intensité. Non, mais ça, je maîtrisais déjà tout ça, quoi. En fait, c'est pour ça que je joue en senior. Je pense que c'est ce qui a été repéré à l'époque quand je suis venu à Vichy pour faire la Coupe nationale. Et justement, la Coupe nationale, c'est ensuite que tu signes à Lille, à 18 ans, ou alors tu retournes en Guyane et... Non, je retourne en Guyane. Je suis encore mineur. Je suis dans une famille où le football n'est pas un métier. Et donc mon père était chirurgien. Mes frères et sœurs faisaient des études, donc voilà quoi. Il y avait un circuit qui était prévu pour moi. Le papa, il était pas trop chaud, est-ce que tu... Donc non, parce que à cette époque-là, bon, le football n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Donc mon père, c'était quelqu'un de pragmatique, hein. Donc football, oui, comme loisir, et études pour pouvoir gagner sa vie, quoi. Moi, j'avais pas la même opinion. Mais c'était mon père, j'étais mineur, donc fallait que je respecte sa volonté. Donc une fois que j'ai fait ce tournoi cadet à Vichy, je suis revenu en équipe de France junior. Moi, je suis de la génération des Paganelli, Poulain, Der Zakarian. Donc c'était tous des garçons qui jouaient déjà en pro, qui étaient dans des clubs professionnels, et moi je débarquais de la Guyane, quoi, en fait. Mais j'étais au niveau, et c'est ça qui était important. Donc j'ai attendu mes 18 ans, j'ai attendu ma majorité, et à ce moment-là, j'ai fait le choix de venir à Lille, quoi. C'était mon choix.
Quand tu arrives à Lille à 18 ans, Philippe Bergerot est le gardien de l'équipe première. Comment se passe ton arrivée, ton intégration, ton temps de jeu? Philippe Bergerot que tu retrouveras ensuite après dans le staff de l'équipe de France en 98. Mais comment ça se passe cette arrivée en métropole quand tu la découvres? C'est quelque chose de nouveau? Ça a été catastrophique, tout de suite. Bon, j'avais quelques remords parce que bon, j'avais boycotté un peu mon bac. Donc avec quelques remords, je me suis réinscrit au lycée. Donc j'étais majeur, mais donc j'étais au centre de formation. Donc ce qui était pas évident parce qu'il y avait que des gamins là-bas. Ouais. Et ensuite, un mois après mon arrivée, je me suis gravement blessé à la main. Donc ça a été un moment déterminant, quoi, parce que je suis resté 6 mois sans jouer dans les buts, Ouais. sans pouvoir écarter la main. Loin de ta famille, loin que de tu avais chez moi, quitté pour le foot et tu peux pas jouer au foot. pas jouer au foot. J'ai été opéré à Lille. Je pouvais même pas parler avec mon père parce qu'on était fâchés. Enfin, moi, j'étais parti de la maison, donc je peux pas avoir ces conseils médicaux. Donc je me suis retrouvé vraiment tout seul, complètement isolé, un mois après mon arrivée. En sortant, je suis retourné au lycée, mais je pouvais pas écrire, donc au bout d'un moment, j'ai dit stop et j'ai essayé de me reconcentrer sur la guérison de ma main. Et donc ça a duré bien 6 mois. Donc pendant cette période-là, des fois, il m'arrivait de jouer dans le champ, en 3e division, pour donner un coup de main. Et puis c'est revenu au fur et à mesure. Ça c'est la première année, donc ça a été une année catastrophique. La deuxième année, je suis prêté à Ville. Ça n'a pas été une bonne année non plus. Ça a été une année d'adaptation, je dirais, à la vie dehors, quoi. C'est ta première vraie année. Voilà, c'est ça, quoi. Et donc je suis prêté, mais en même temps dans un club qui n'est pas professionnel. Donc où il n'y a pas d'entraînement tous les jours. Donc je suis à Lille du lundi au mercredi. Okay. Et le jeudi, je pars à Ville. Bon, ça n'a pas marché. Parce qu'il a fallu que je m'adapte aussi à cette vie où tu peux faire ce que tu veux. Ouais. Donc là où j'ai fait un peu n'importe quoi. Et me retrouver à jouer en division d'honneur à un niveau plus faible que ce que j'avais en Guyane, bon, c'était pas ça le plan, quoi. Donc ça a été encore une année compliquée. Et tu avais la particularité de jouer sans gants. Pourquoi? Alors, je te l'ai dit, hein, j'ai commencé sur la plage. Oui, mais ça c'était en Guyane quand tu étais jeune. Mais après, quand tu joues à Metz, même à Metz, quand tu es professionnel, tu continues à jouer sans gants. T'aurais pu... Non, bon, en quelque part, bon, alors, on va être clair, cette histoire de sans gants. À un moment donné, j'ai eu chaud. Enfin, on était à Lille, on était à l'entraînement, il faisait extrêmement chaud et j'avais des gants et bon, j'avais chaud aux mains, en fait. J'ai sorti les gants et j'ai commencé à travailler sans les gants et j'ai retrouvé toutes mes sensations ça m'a fait du bien dans ma prise de balle, quoi, en fait, de retrouver ces sensations-là. Je faisais attention quand même parce que quand on joue en pro, on peut pas faire certaines choses, hein, Ouais. commettre certaines erreurs. Souvent il m'arrivait de jouer la première mi-temps parce qu'en fonction de l'heure à laquelle on jouait, si on jouait en fin d'après-midi, j'avais une mi-temps parce que deuxième mi-temps il y avait une rosée qui arrivait plus ou moins et le ballon glissait un peu plus, donc je prenais pas le risque, je mettais mes gants. Mais et puis à un moment donné, bon, j'ai compris aussi qu'il fallait que j'arrête de jouer sans gants pour la protection de mes mains. Mais bon, cette période-là m'a permis de retrouver confiance en ma prise de balle. Toi qui es né à Saint-Symphorien, ensuite tu signes à Metz. Alors c'est un clin d'œil du destin quand on connaît le nom du stade de Metz. Ouais. Raconte-nous pourquoi tu signes à Metz et ce que ça apporte ces années-là. C'est ton premier contrat hors de Lille. Après tu vas jouer à Brest et à Lens. Comment se passe cette succession de clubs? Qu'est-ce que ça t'apporte pour toi? Disons qu'on m'a pas trop laissé le choix, hein, à l'époque. Lille, il y a eu un changement de direction et ils ont changé totalement de direction, donc ils ont viré tout le monde. Donc à cette époque-là, c'était pas évident, hein, de trouver une place en première division.
donc j'ai eu Metz. Ça a été l'occasion d'une très belle rencontre avec un entraîneur de gardien, Jean Nicolaï. Parce qu'en fait, au départ, l'entraîneur de Metz était belge. Ouais. Et il est venu avec un entraîneur de gardien qui n'était pas sur place, qui venait une fois par semaine. Ok. Bon, il faisait 250 kilomètres chaque mercredi, donc 500 kilomètres dans la journée. C'était un ancien international belge, donc Jean Nicolaï. Très très grand gardien qui avait fait la Coupe du Monde et tout ça. Et qui m'a fait franchir un palier à travers son entraînement et puis le dialogue qu'on a eu, les réponses qu'il avait face à mes questions. Tu te questionnais sur quoi? C'était des questions techniques, c'était mental à côté pour aborder les matchs, c'était quoi? Non, c'était pas mental, c'était surtout technique, régler certains problèmes techniques dans mes détentes, dans mes appuis. J'avais tendance à être moins bon sur le côté droit, donc moins fort physiquement, moins à l'aise sur ma jambe droite, qui n'est pas à la base ma jambe d'appui. Et lui m'a montré une technique pour pouvoir justement compenser ça. Et à partir de là, beaucoup de choses ont changé. C'était un monsieur, à l'époque, j'avais pas envie de sortir du terrain, quoi. On allait le mercredi, je pense que le mercredi après-midi. Un jour, on a passé 2 heures sur le terrain. Quand il m'a dit bon, c'est fini, tout ça, je dis quoi déjà? Et il me dit ouais, mais ça fait 2 heures. Moi, je dois repartir. Je dois faire la route. Ouais, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé parce qu'il m'a mis aussi en confiance. Il m'a fait progresser techniquement, mais aussi il m'a aidé à être un peu plus en confiance. Cette confiance-là, ensuite, tu vas l'emmener à Brest et à Lens. Toujours là, des contrats d'1 an. Alors, on dit toujours qu'un gardien, il progresse dans la stabilité. Toi, là, du coup, tu progresses en Ligue 1, tu continues à jouer en Ligue 1. Mais par contre, voilà, à chaque fois, c'est un nouvel environnement auquel tu dois t'adapter. Ça, c'est quand tu n'as pas le choix. Avec Metz, les négociations se sont pas très, très bien passées. Brest, ça a été une superbe année aussi. Bon là pareil, je continue à mûrir quoi, toujours, mais dans un autre cadre. Mais le club avait des problèmes financiers, donc c'était compliqué. Ouais. Et a été rétrogradé administrativement en fin de saison, donc je pouvais pas rester. D'où mon départ à Lens. Et Lens, c'est le club qui m'a aussi un peu réconcilié avec le Nord. Bon, je reviens à la maison, quoi, pratiquement quoi. Donc et puis Lens, il y avait un gros challenge parce que Lens à la base ne devait pas jouer en première division. Ils avaient été, comme Brest avait été descendu, ils avaient été repêchés. Je pense qu'à ce moment-là, on a réellement vu qui j'étais. J'avais pas de problème de santé, j'avais pas de problème de blessure ou trucs comme ça. C'est la première année où tu peux vraiment exploiter au maximum tes capacités et montrer ton niveau, quoi. Oui, parce que même si j'avais changé plusieurs fois de club, mais dans chaque club, j'ai laissé une marque. Les gens, ils se souviennent de moi, quoi. Pour X raisons. Et encore plus à Lens, quoi. Le contexte était top, hein. On battait des records de spectateurs et tout ça, et on faisait de gros matchs. On était une équipe valeureuse, qui avait du mal à marquer des buts, donc il fallait être costaud derrière, quoi. Donc on était très très costaud, très physique. J'ai fait une très très belle saison là-bas, quoi. Finalement, c'est dans le grand PSG du début des années 90 que tu vas t'imposer et du coup enchaîner les saisons. C'est le PSG Canal+, qui a pour but de concurrencer l'Olympique de Marseille, qui vient d'être racheté par Bernard Tapie. Comment se passe cette arrivée au PSG? Comment ça se passe? Bon, ça c'est plus ou moins fait naturellement, je dirais. On est à l'époque où Canal investit dans le football. Donc, il cherche à faire la meilleure équipe possible. Bon, et puis c'est vrai que j'ai une relation, parce qu'il est toujours là. J'ai une relation très spéciale avec Charles Bietri. Bon, qui à l'époque commentait des matchs et tout ça, il me voyait régulièrement jouer. Et bon, il était fan de mon style de jeu. Donc, quand Canal est arrivé aux commandes à Paris, ils ont tout de suite cherché à savoir, à recruter, à savoir qui pouvait avoir sur le marché. Et donc moi j'étais à Brest à ce moment-là.
et il y avait Joël Batz qui était à Paris. Donc il te recrute et mais c'est pour l'année d'après, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand je joue à Lens, j'ai un pré-contrat avec le Paris Saint-Germain. J'ai un protocole d'accord avec le Paris Saint-Germain. Donc, et l'objectif, c'était de laisser Joël finir son contrat. Moi, j'ai dit ok. C'est en fait, je signais 1 an. C'était pas trop par hasard non plus. Hein. En fait, depuis mon départ de Lille, je cherchais à intégrer un grand club. À l'époque, il y avait pas beaucoup de choix. Il y avait Bordeaux, Marseille, PSG, qui arrivait. Mais à l'époque, c'est ça, c'était Bordeaux, Marseille, c'était ces équipes-là. Donc c'était Bell, c'était Ettori, à Monaco. À Marseille, c'était un tel ou un tel, c'était Bell. À Bordeaux, c'était Dropsy. Donc c'était que des gardiens internationaux, donc qu'on pouvait pas bouger comme ça. Et donc il y avait le PSG qui émergeait au moment-là, racheté par Canal+, et qui créait une belle équipe. Voilà, donc j'arrive 1 an après qu'ils aient pris le club en charge. C'est le bon moment pour moi. Et puis c'est Paris. Et puis c'est un choix. Hein. Si j'avais le choix d'aller ailleurs, hein. J'aurais très bien pu aller ailleurs. Mais c'est un choix de venir à Paris. Quoi. Pascal Olmeta, qui était l'invité en début d'année de ce podcast, parlait de cette rivalité entre le PSG et l'OM. T'en gardes quel souvenir, toi, de cette rivalité naissante au moment-là, années 80-90, c'est là où elle naît. T'en gardes quel souvenir, toi? Pas un très bon souvenir. Parce que c'était pas bon. Si on revoit les matchs aujourd'hui, au bout d'une demi-heure, il n'y a plus de match. Parce qu'il n'y a plus de joueurs sur le terrain. Il n'y a plus assez de joueurs dans chaque équipe. C'était pas vraiment la plus belle des périodes qu'on ait connues, ce genre à cette époque-là. C'était compliqué. Et donc moi, j'ai pas forcément apprécié cette période-là. Mais bon, voilà, c'était ce qu'on avait, donc on faisait avec. Mais c'est vrai que Paris, donc comment dirais-je, c'est à Paris qu'on m'a vu. Mais ce que je faisais à Paris, je le faisais avant aussi. Oui. Je le faisais à Metz, je le faisais à Lille, je le faisais à Lens. Donc mais t'es plus exposé voilà, médiatiquement et on te voit plus, quoi. La différence, c'est qu'on est à Paris, c'est la capitale. On joue la Coupe d'Europe, bon, voilà, et que immédiatement, je suis appelé en équipe de France, sans avoir joué un seul match avec le PSG. Mais est-ce que tu ressens du coup, toi, cette évolution dans le regard que pouvait avoir le grand public qui commence à te connaître vraiment parce que tu es à Paris, même les médias. Est-ce que toi, tu dois le gérer ça? Tu ressens une évolution par rapport à quand tu étais à Metz ou à Brest? Pour te dire les choses honnêtement, ça fait un moment, quand je suis arrivé à Paris, ça faisait un moment que je faisais de bons matchs et que j'étais parmi les meilleurs gardiens. Le seul problème, c'est qu'il n'y a qu'une seule place et que quand t'as des Tori qui ont joué jusqu'à 40 ans, des Dropsy qui ont joué presque jusqu'à 40 ans, ou des Bell, bon, il y avait qui encore, je sais plus, bon, les gardiens, ils duraient, quoi. Bon. Aussi, peu ou prou, bon, tu joues en province, donc, n'a pas forcément le même impact que quand tu joues à Paris. Donc non, moi j'aurais dû arriver au haut niveau un peu plus tôt. Mais bon, j'y suis arrivé à un âge mûr. Donc c'était directement pour comment dirais-je, performer, quoi, en fait. Ces années-là à Paris sont aussi marquées par la Coupe d'Europe. J'ai 3 matchs comme ça marquants en tête. PSG Real 93, PSG Barcelone 95 et PSG Vienne, la finale en 96. Déjà, quel est ton préféré des 3 là? C'est la finale. Hein. C'est la finale. On a bataillé pendant 4 ans. Chaque fois on arrivait en demi-finale, on se faisait éliminer. Oui, c'est un accomplissement. Quand tu regardes aujourd'hui, le Paris Saint-Germain n'a toujours pas gagné de Coupe d'Europe. En termes d'émotion, le match du Real est au-dessus de tout. Mais c'est pas une finale, il y a rien au bout, quoi. Il y a une qualification au bout. On a imposé le Paris Saint-Germain au haut niveau, que ce soit Real, que ce soit le Barça. Mais sans le résultat. Chaque fois, il manquait un petit quelque chose. On dit c'est pas la plus belle des coupes. Mais aujourd'hui, il y a 3 coupes d'Europe. Tout le monde se bagarre pour faire des compétitions européennes. Et nous, on en a gagné une. Nous, notre génération, on a fait 5 demi-finales d'affilée et 2 finales.
Donc, quelles que soient les époques, ce sont pas des choses faciles à réaliser, quoi. Quelles que soient les époques. Tu parlais de PSG Real 93. Ça reste le match, quand on parle avec les supporters qui ont connu cette génération, qui a marqué le plus le club. Vous, de l'intérieur, comment se construit cet exploit? Par un match aller frustrant, où on fait un bon match mais on perd. On a des pénaltys ou un pénalty sifflé contre nous. On n'a pas eu pas d'arbitrage encore depuis l'époque avec le Real. Bon, c'est une grosse institution. Donc quand on arrive là-bas dans leur stade et tout ça, surtout à cette époque, comment dirais-je, ça peut perturber. Donc je pense que l'arbitre ce jour-là au match aller, il était un peu perturbé. Ce qui fait qu'il était pas trop pour nous. Et suite à ça, il y a eu des déclarations que nous, on a su bien utiliser, quoi. En fait, il y a des joueurs qui se sont permis certaines déclarations, et on les a utilisées. Et je me souviens que la veille du match, j'ai ramené tout le monde dans ma chambre, et puis on s'est parlé, quoi. On s'est motivé, on s'est parlé, et ça a donné ce que ça a donné le lendemain. Mais c'était un truc de malade, quoi, parce que bon, c'est notre premier exploit, on va dire, première fois qu'on éliminait un monument, et la façon dont ça s'est fait aussi démontrait l'esprit de l'équipe, démontrait son caractère, et c'est ce qui nous a permis de gagner une Coupe d'Europe derrière, quoi. L'année d'après, tu es élu meilleur joueur français France Football. C'est rare que les gardiens soient mis à l'honneur sur ces distinctions-là. Quel sentiment tu as? Est-ce que c'est le moment où tu te sens le plus fort? Tu as ce sentiment de plénitude sur cette année-là, 94 C'est une année particulière parce que c'est l'année où on perd la qualification à la Coupe du Monde. En novembre 93. Ah ouais. Sorti de ça, j'avais pas trop le choix, quoi. J'étais un peu déprimé. Parce que la Coupe du Monde, c'était mon rêve. J'avais déjà 94, je pense que j'avais 31 ans déjà. Donc pour moi, c'était terminé la Coupe du Monde, quoi. Donc Puis pour le contexte, tout le monde, peut-être même vous, peut-être un peu trop, mais vous voyez qualifié selon les résultats qui vous restaient à faire sur ces 2 derniers matchs de novembre. Donc la frustration est peut-être un peu plus grande. elle est énorme, quoi. Parce que moi, je connais les dessous de cette non-qualification-là, en fait. Et j'ai vu les choses arriver, et je venais de rentrer en équipe de France, je n'avais pas l'aura nécessaire pour pouvoir m'imposer, mais tout ce qui s'est passé, je l'ai ressenti. T'as vu quoi? Pas dans Bon, le détail de tout, mais... non, mais bon, je vais pas trop en parler, mais en fait, on n'a pas préparé ces matchs-là correctement, voire pas préparé du tout, quoi. Notamment le match contre l'Israël, quoi. Donc, on a été très français à cette époque-là, quoi. C'est-à-dire qu'on a anticipé les choses alors qu'elles n'étaient pas encore là, quoi. Alors que le boulot n'était pas terminé, quoi, en fait. Et ça, ouais, ça m'a plus que marqué, quoi. Et tu veux rebondir vite en 94, une fois la frustration digérée J'ai pas trop le choix. J'ai pas trop le choix parce que c'était ça la motivation de la saison, quoi. C'était d'aller en Coupe du Monde. C'est quelque chose dont je rêvais depuis tout gamin. En fait, je suis venu au football pour ça. Mon rêve, c'était de gagner la Coupe du Monde, de faire comme Pelé et tout ça. Donc, mon rêve, il s'est cassé, quoi. Et ça a été c'était compliqué. Donc, il fallait trouver une motivation. Le match d'après, j'y suis allé. C'était à Toulouse avec le PSG. On jouait à Toulouse, mais c'était mon fantôme qui était là. Hein. Moi, je voulais pas y aller. C'est Ricardo qui m'a parlé, qui m'a dit bon, Bert, viens. On va faire le boulot, quoi. Et ils ont fait tout le boulot, quoi. C'est vrai qu'on a gagné le match, mais j'ai rien fait dans le match parce que j'étais incapable de faire. J'étais juste présent sur le terrain. Donc après, derrière, je me suis remobilisé, quoi, en fait, en me disant que non, il fallait que... Et j'ai décidé de plus prendre de buts, hein. Avant de parler de la Coupe du Monde et des Bleus en 98, on va finir sur cette période PSG avec déjà le match de 95 contre le Barça où tu joues blessé, mais par contre tu fais un match
Là, personnellement, tu fais un gros match. Raconte-nous comment se passe ce match. Et en plus, t'es blessé avant. De toute façon, ce sont des matchs et des adversaires qui t'obligent à sortir et à donner le meilleur de toi-même si tu veux te qualifier. Et beaucoup de choses se passent dans la tête. Et en fait, oui, à cette période-là, je suis blessé. Je peux pas tenir un ballon, quoi. En fait, j'ai les 2 pouces luxés, quoi. Les 2 pouces. Donc c'est compliqué, c'est compliqué. Pour faire les prises de balles, oui, c'est. Voilà quoi. Donc et puis non, c'était une période où pareil, le Barça, on revoyait les duels des sélections, quoi, en fait. Donc c'était toujours un challenge pour nous. Et bon, c'était comme un mur, hein, en fait. Hein. Quand je rentrais dans ma concentration, voilà, il y avait rien autour. Je voyais rien de ce qui se passait dans le stade. Je me rendais pas compte. C'est que après, en revoyant les images, bon voilà, quand tu as des matchs comme ça, tu es dans un état second, en fait. Ah oui, en sortant du match, entre guillemets, il y a des arrêts que tu te souvenais plus forcément. Ce sont pas les arrêts dont tu te souvenais pas. C'est tout ce qu'il y a autour. Ouais. Tu le vois pas, quoi. C'est pas que tu t'en souviens pas et que tu le vois pas. Et après, tu vois des images à la télé, tu dis, ah bon, il y avait tout ça dans le stade. Bon. Donc, non, c'est ça le haut niveau, hein. C'est d'être capable de se focaliser sur l'action que tu as à mener à un moment T, quoi. Dernier match, la finale 96 contre Vienne. Quel souvenir tu gardes? Alors, il y en a plusieurs, je pense, mais si tu dois en garder un. C'était une période particulière parce qu'on n'était pas bien en championnat. On venait de perdre le titre après avoir été devant avec 13 points d'avance, quelque chose comme ça. Et la deuxième partie de saison, c'est très mal passé. Et on se retrouve là-bas à Hendaye. On était un peu paumé, quoi. En fait, on n'est pas trop bien avec notre coach. Le courant ne passe plus trop. Puis un jour, donc on est là-bas à l'hôtel à Hendaye, et je descends à la réception et je tombe sur Yannick Noah. Je dis, Yann, qu'est-ce que tu fais là? Tout surpris, quoi. Et puis c'est là qu'il me prend à part, il me dit, tiens, viens, explique-moi ce qui se passe et tout ça. On discute, on échange. Et il m'explique que Michel Denisot lui a demandé de venir donner un coup de main pour la préparation, tout ça. Donc c'était une bonne idée et en même temps c'était tendu parce que Louis ne l'acceptait pas trop et bon, ça peut se comprendre. Sauf que Yannick n'a pas été intrusif. Il y a une chose qu'on a fait avec lui, c'est que on est allé boire un coup en Espagne à côté un soir et que ça nous a fait beaucoup de bien, ça a décontracté, on est allé manger à l'extérieur, on était tous ensemble, on a rigolé, on a déconné, on a chanté, bon. Après on est rentré à l'hôtel et c'était reparti, quoi. Le lendemain, on était tous en forme et joyeux et décidés à l'entraînement, quoi. Donc c'est des détails, mais sur le terrain, vous l'avez non, c'est pas des détails, ce sont des moments importants qu'il faut être capable de comment dirais-je, de vivre, de comprendre pour pouvoir aller chercher une Coupe d'Europe. Tu le disais tout à l'heure que c'était la finale qui était pour toi le match le plus important parce qu'il y avait un trophée au bout, contrairement aux émotions. Mais ce trophée-là, est-ce que vous, tout de suite, dès la victoire, vous... Ah non, on le savoure, hein, mon frère, tu sais, et... Gagner une coupe, quelle que soit, même la Coupe de France, même la coupe départementale, là, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, il y en a en face qui veulent gagner aussi. Donc, tu crois que le Rapide de Vienne, il voulait pas gagner? Bon. Donc, non, moi, je suis fier de tous les trophées que j'ai remportés, quels qu'ils soient, parce que tous ont mérité des efforts pour pouvoir y arriver, quoi. Il y en a aucun qui a été acheté, il y en a aucun qui a été donné, quoi. Avant de parler des Bleus, on va passer au podium de ta carrière. C'est les 3 images fortes que si tu dois les ressortir, à la 3e place. Ce sont mes débuts en pro, hein, à Lille. Petit Guyanais sorti de sa forêt là-bas, qui devient professionnel et qui joue titulaire en première division. J'ai toujours en tête ces images-là. Après, c'est mon arrivée au Paris Saint-Germain. Parce que c'est le grand club que j'ai souhaité. Et puis après, c'est l'équipe de France.
et le titre de champion du monde, quoi. Justement, le titre de champion du monde avec l'équipe de France, c'est en 98. T'en as parlé tout à l'heure un tout petit peu. 93, si on revient spécifiquement sur l'action qui mène au but fatidique. Toi, comment tu l'as vu en tant que gardien si on revient dans le détail. Tu vois tout le truc au ralenti, quoi. Tu vois tout le truc au ralenti. Tu es sur le terrain, mais tout est au ralenti et tu sens ce qui va se passer et tu es impuissant. Parce que la frappe qui a été mise, compliqué d'aller la chercher. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un tout. Et on a très très mal préparé ces 2 matchs-là et c'était logique qu'on soit éliminé. Donc au bout d'un moment, tu fais ton deuil parce que tu sais que, comment dirais-je, tu n'avais pas mérité d'être là, quoi. Et à quel point ça vous a traumatisé en mode plus jamais ça, vous les joueurs? C'est que moi, en tous les cas, derrière, parce que ça, je l'ai vu venir, mais je venais d'arriver en équipe de France, donc mais c'était difficile de m'exprimer, de prendre la parole et d'exprimer ce que je ressentais. Mais j'ai senti tout de suite ce qui allait se passer, quoi, en fait. Et je me suis dit plus jamais ça, c'est-à-dire plus jamais impuissant, quoi. Derrière, toutes ces choses-là, je les anticipais, je recadrais. Bon, j'avais l'âge aussi pour ça, mais je recadrais beaucoup plus quand je sentais que ça dérapait, quoi, en fait. Et derrière, ça, c'était pas si mauvais que ça, quand même. Oui, parce qu'après vous avez bien rebondi sur la période 94-96. Vous perdez pas pendant 26 matchs. Toi personnellement, t'as toujours le record du nombre de minutes sans prendre de but en équipe de France, 800 minutes à peu près. Tu savais pas? Non, c'était un détail. Non, ouais, je savais pas trop. Bon, maintenant, je sais que moi, j'ai pris très peu de buts avec l'équipe de France. Je sais pas exactement combien, mais je sais que j'ai 44 sélections, je sais pas combien de buts j'ai pris, mais je sais que j'en ai pas pris beaucoup parce que, en fait, justement, à partir de ces matchs-là de Bulgarie et tout ça, moi, j'étais intransigeant, quoi, avec mes gars devant moi, quoi. Donc, derrière, c'était très, très difficile, de battre l'équipe de France. On a reconstruit l'équipe, c'est-à-dire que, et l'équipe, la base, c'est la défense, quoi. Ouais. La base, c'est de ne pas encaisser de but. Donc, ça a été une période qui a permis à l'équipe de France de reprendre pied, quoi, et de se retrouver au plus haut niveau jusqu'à avoir des titres. Mais en tant que compétiteur, quand l'Euro 96 arrive, que vous comprenez que ça sera une compétition pour préparer la Coupe du Monde 98 qui sera en France, comment vous le vivez? Vous allez en demi-finale, mais est-ce que il n'y a pas un sentiment de prendre cette compétition, mais que ça soit un tremplin vers 98? C'est pas un tremplin, c'est une compétition internationale pour laquelle on s'est qualifié, donc qui nous a permis d'avoir un vécu, une expérience d'un tournoi final et de nous préparer effectivement pour la Coupe du Monde. Après, oui, ça a été décevant de se faire éliminer en demi-finale et d'être sorti comme ça, parce que on a l'impression en ce championnat d'Europe, j'ai l'impression qu'on n'a pas joué, quoi. On a joué, mais on n'a pas joué, quoi. On n'a pas maîtrisé, je dirais qu'on n'a pas maîtrisé certains aspects du contexte et des matchs, parce que c'était aussi notre première étape à ce niveau-là, en fait. Vous découvriez? On découvrait ce niveau-là et nous a manqué un petit quelque chose. Mais avec le recul, comment ce petit quelque chose-là, est-ce que tu arrives à l'expliquer? J'ai le sentiment quand t'en parles que c'est un peu comme l'équipe de France de 2018 qui apprend avec l'Euro 2016 juste avant et cette défaite. Voilà. Mais avec le recul, c'est quoi pour les personnes qui ont entre guillemets jamais gagné, c'est quoi ce détail qui se construit? Tout est plus comment dirais-je? Tout est c'est quoi l'expression? Développé à ce niveau-là, quoi. Je trouve pas la bonne expression, quoi. Décuplé. Décuplé à ce niveau-là, quoi. Et c'est ça qu'il faut maîtriser. L'attention, l'attention que les gens peuvent te porter, que les gens peuvent porter à l'équipe, les attentes du public, des familles et tout ça. Donc, c'est tout ça qu'il faut maîtriser, quoi, en fait. Et puis l'adversaire en face, c'est encore au-dessus de la Champions League, quoi, en fait, en termes de tension, ça concerne le pays, en fait, et au-delà du pays.
En octobre 96, tu te blesses en championnat. Ensuite, tu es suspendu au début de l'année 97. Et après, tu pars à West Ham sans forcément trop jouer. C'est une période un peu plus difficile pour toi globalement qui te mènera jusqu'à la Coupe du Monde. Est-ce que tu arrives à voir à quel moment tu sens que la Coupe du Monde arrive et que ça pourrait être pas aussi idyllique que tout ce que tu venais de vivre au PSG? Ah non, moi j'ai jamais cherché à avoir une situation idyllique parce que dans le monde dans lequel on vit, y a rien d'idéal. Euh, le moment le plus compliqué pour moi, effectivement, ça a été quand je suis arrivé à West Ham et que je suis resté 2 mois sur la touche. Là, j'ai pas compris quoi. Et j'étais en colère. Et c'est ce qui m'a poussé à aller voir l'entraîneur et de retrouver ma place. Mais Vous êtes sinon, dit quoi? non, moi je lui ai dit clairement que il nuisait à ma carrière et que moi j'avais une Coupe du Monde à aller disputer et que j'étais pas venu pour ça quoi en fait quoi et que c'est quand même lui qui m'avait demandé de venir quoi. Mais j'ai compris aussi que c'est pas lui qui décidait, qui jouait quoi. Donc là, quand j'ai compris ça, je suis allé voir la personne en question qui n'était autre que l'entraîneur des gardiens quoi. Ah oui, donc l'entraîneur principal t'avait demandé de venir, mais par contre, au niveau du Voilà. choix du chaque week-end, c'était l'entraîneur des gardiens. Et donc là, tu vas voir l'entraîneur des Ah gardiens. bah oui, non mais là je suis allé régler la situation quoi parce que ben voilà, c'était pas normal. Donc je suis allé le voir, lui dire ma façon de penser. Le match d'après, j'ai joué, hein, et je suis pas sorti de l'équipe. Donc ouais, j'ai perdu 2 mois. Et je pense que ce sont ces 2 mois-là que je regrette le plus. Le reste, bon, ça fait partie, hein, la suspension, le fait de ne pas reprendre avec le Paris Saint-Germain, parce que je pense que j'avais un trop plein au Paris Saint-Germain et en France. Donc j'ai fait le choix d'attendre le mois de décembre pour partir en Angleterre. Donc ça, c'est décembre 97, janvier 98, c'est la période là. On est à 6 mois d'une Coupe du Monde en France. Donc tu joues pas pendant 2 mois. Tu penses que c'est 2 mois là qui impactent ta fin de saison et Oui, clairement, parce que si j'avais 6 mois j'avais démarré en début d'année, c'était pas la même chose. J'avais plus de matchs, j'aurais pu montrer un peu plus, et puis j'aurais pu revenir en sélection beaucoup plus tôt, quoi. Après, il y a pas de regret, hein. Je n'ai pas de regret. Il y a pas de regret à avoir quand tu as rêvé de quelque chose quand tu étais gamin et que tu es arrivé au bout de ce chemin-là, quoi. En fait. Et comment t'appréhendes cette Coupe du Monde? Plus elle approche, quand vous vous retrouvez à Clairefontaine, que t'es dans la liste, toutes ces choses-là, quand vous sentez que ça commence à prendre, toi, comment tu le vis cette Bah moi, avant-Coupe du Monde? bon, il y a eu une période avant et une période après. Avant la désignation du titulaire et après. Lionel Charbonnier a été invité de ce podcast. Il a raconté comment lui avait vécu ce moment-là où il était entre vous deux, entre toi et Fabien Barthez. Il disait que c'était pas facile pour lui parce qu'il savait pas comment se positionner. Toi, comment t'as vécu ce moment-là? Vous êtes à Marrakech, on approche de la Coupe du Monde. Comment tu vis le moment où tu apprends que tu joueras pas la Coupe du Je Monde? le vis pas bien. Tu es à l'étranger, tu es seul. Je pense que la manière n'était pas la bonne, la personne n'était pas la bonne personne que je devais avoir en face de moi. Je pense que c'est Aimé Jacquet qui aurait dû me parler de ça. J'avais pas trop apprécié, quoi. Je jouais à West Ham, on venait me voir jouer, on me disait rien du tout, on me prévenait pas, donc T'avais plus de relation avec le staff de l'équipe de France quand t'es à West Ham pendant les 6 mois avant la Coupe du Monde? si j'ai eu Aimé Jacquet au téléphone plusieurs fois, tout ça. Bah, pendant les 2 mois là, tous les lundis pratiquement, il m'appelait, Bernard, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu joues? Et je comprenais pas, je pouvais pas lui répondre réellement. Donc non, si j'ai eu un dialogue avec lui jusqu'à ce que je joue. Après, une fois que j'ai joué, bon bah j'étais observé par la DTN et j'étais pas averti, mais bon, c'était pas un problème parce que je savais que j'étais bon, que j'avais fait de bons matchs. Après, il y a un choix qui a été fait et qui n'a pas été en ma faveur. Voilà, c'est des choix. Donc, tu peux rien faire contre ça. Et donc ta relation avec Fabien Barthez à partir de ce moment-là, comment elle Non, évolue? il n'y a pas eu de souci. Hein. C'est-à-dire que c'est pas Fabien qui était responsable du choix. D'une manière, oui, mais bon, voilà, c'est la compétition qui fait ça, quoi. Donc il y avait 2 numéros 1. Donc il y a un choix qui a été fait. Point barre.
Celui qui devient le 1 bis là, ben voilà, il doit ranger son frein mais malgré tout, on a toujours travaillé en bonne intelligence. Donc moi au Maroc, je suis allé le voir et lui dire bon ben voilà, les choses, tu es au courant et tout ça. Il m'a dit oui, tout ça. Moi je lui ai dit bon ben je suis là quoi, si t'as besoin, n'hésite pas, y a pas de souci. Et je me suis occupé à le mettre dans les bonnes conditions avant les matchs quoi. Donc au Maroc, vous avez discuté un peu quand vous avez eu l'officialisation, si, vous moi, avez eu une discussion, ouais. Si, moi je suis allé le voir, on était dans la douche. En fait, on s'est retrouvés dans la douche au même moment, tous les seuls, comme par hasard, tout le monde avait foutu le camp. Ouais, c'était peut-être... Bon, je sais pas si c'était volontaire ou quoi, mais enfin non, je pense pas que c'était volontaire. Mais on s'est retrouvés tous les deux seuls dans le vestiaire et tout ça. Et je lui ai parlé, je dis Fabien, y a pas de souci, je suis là, si t'as besoin, quoi, n'hésite pas. Sache qu'il y a pas de problème, quoi. Et bon, voilà, je pense que j'ai joué le jeu. Sans avoir de moments sur cette Coupe du Monde de tension. Il n'y a pas eu de tension, quoi. Il n'y a eu aucune tension à l'intérieur, dans le groupe, entre Fabien et moi, ou avec le groupe, ou quoi que ce soit. À l'extérieur, c'était autre chose. Parce que ben les journalistes, ils n'arrêtaient pas de parler, comme si il n'y avait que le poste de gardien qui était en concurrence, quoi. Il y avait pas que ça. Et quel est le principal sentiment que tu retiens avec le temps, près de 30 ans après, de cette Coupe du Monde? Une émotion, un sentiment? C'est la concrétisation de mon rêve. Et donc, c'est le sens de ma vie, quoi. J'ai grandi en ayant la Coupe du Monde en tête et en voulant gagner la Coupe du Monde. Eh ben, ça a mis un peu de temps quand même. Ça a mis 28 ans, très exactement. Mais ça vaut le coup, parce que même quand je serai enterré, tu resteras champion du monde. Ben voilà quoi, c'est à vie. Et ça c'est une grande fierté. Ça veut dire que toi, en tant qu'homme, tu as réussi à réaliser ton rêve. Qu'est-ce que tu veux attendre de plus? Après cette Coupe du Monde, tu es à nouveau champion d'Europe, mais là cette fois en sélection en 2000. L'Euro 2000, quand vous l'abordez, le fait d'avoir déjà gagné en 98, est-ce que vous l'abordez différemment? Quel est l'état d'esprit dans le groupe au moment-là? Ouais, c'est plus la même chose là. À ce moment-là, tu es champion du monde. Donc, mais tu n'as pas plus de certitude que ça, quoi. En fait, donc tout est remis en question dès qu'on est sur le terrain. Hein. Et comme tu es champion du monde, tu es une cible aussi. Donc non, cette époque-là a été très intéressante parce que quand tu as gagné un titre, t'es plus tranquille derrière, quoi. T'es plus serein. Et l'Euro 2000, ça a été ça, quoi. En fait, il y a beaucoup plus de maîtrise de notre part, beaucoup plus de lucidité, et c'est ce qui nous a permis d'aller au bout du parcours. Avant de parler du football actuel, des gardiens actuels, c'est une question mystère. C'est la question qu'un invité t'a posée. Je vais te laisser l'écouter et après je te laisserai répondre. Bernard, content de t'entendre d'abord. Et puis, je voulais te demander, aucun des meilleurs gardiens du monde actuellement n'a ton style de jeu, le style de jeu que tu avais, avec cette volonté de garder un maximum de ballons. Malgré tout, lequel se rapprocherait le plus de ton style et lequel te paraît le meilleur aujourd'hui? Alors, question de Paul Le Guen. Oui, j'ai bien compris. Mais bon, en fait, le rôle du gardien d'aujourd'hui, comment dirais-je, le gardien d'aujourd'hui, il a rien à voir avec le gardien que j'étais. Et Paul a raison de le signaler. Il y a de très bons gardiens, mais bon, il y en a pas un qui m'impressionne et qui me plaît complètement, quoi, parce qu'il y a toujours quelque chose qui va pas. Les gardiens d'aujourd'hui, ils savent pas arrêter les ballons, ils savent pas attraper les ballons. Ils savent pas les capter, ouais. Ils savent pas les attraper, ouais. Quelles que soient les conditions. Ils savent pas plonger. Ils sont collés à leur ligne. Enfin, je trouve qu'ils savent pas défendre leur but. Et ils font la croix. Donc, ils sont déjà crucifiés, quoi. donc non, je pense que le football moderne, les gardiens ont adopté un style qui a convenu à certains à un moment donné, mais
Je pense que ce style-là ne convient pas à tout le monde et doit pas convenir à tout le monde. Toi, ça te déplaît de ne plus voir des gardiens qui gardent les ballons, qui vont les chercher dans la surface, qui sortent comme tu pouvais le faire. Il y en a pas un qui est impérial sur les balles aériennes. Même si Chevalier, je trouve qu'il a pas mal progressé dans ce domaine-là, ou enfin dans tous les cas, il y va un peu plus. En fait, le rôle du gardien aujourd'hui, moi je le vois comme un goal volant. Et moi, ce que je reproche aux gardiens actuels, c'est de ne pas savoir jouer au pied, de pas être des joueurs de football. Ils sont des gardiens de but, mais ce sont pas des joueurs de football. Et pourtant, on leur demande. On leur demande de jouer au pied de plus en plus. On leur demande de jouer au pied, on leur demande pas d'être footballeur. On leur demande d'être gardien de but, capable de jouer au pied. Puisqu'on joue dans la surface maintenant, quoi. Et moi, je me serais régalé, parce qu'à l'époque, c'est ce qu'on faisait dans nos jeux de gamins sur la plage. On avait toujours un goal volant. C'était le dernier qui était en défense, qui était le gardien. Donc, ça veut dire que tout le monde jouait dans le champ. Donc, et moi, combien de fois on m'a reproché mon jeu au pied? Oui, parce que toi, en plus, au début de ta carrière, tu pouvais prendre le ballon à la main sur les passes en retrait, donc... Voilà. Et qu'après, il a fallu s'adapter. Je me suis adapté, mais à l'époque, c'est mon équipe qui n'était pas adaptée à moi. Parce que mes partenaires partaient. Au lieu de rester pour jouer, en fait. Donc c'est pour ça que je dis que je me serais régalé aujourd'hui. Parlons du PSG maintenant. Tu les as vus contre Liverpool. Tu les vois en Ligue 1 dominer la Ligue 1. Jusqu'où ils peuvent aller en Ligue des Champions, à ton avis? Mais moi, j'espère qu'ils iront au bout. Ça, c'est ce que tu espères. Mais de ce que tu vois, est-ce que là, contre Liverpool, ils ont vraiment... Mais moi, je suis pas devin. Je peux que m'appuyer sur ce que je vois. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'ils dominent toutes les équipes. Que ce soit à l'extérieur ou à domicile. Ils ont été capables de le faire à Liverpool. Personne ne pensait voir un jour Liverpool être dans cet état-là. Donc, ce qu'ils ont fait est magnifique. Mais c'était juste pour se qualifier pour les quarts de finale, quoi. Ouais. Donc, il y a encore du chemin. Il y a les moyens, il y a le groupe qu'il faut. On peut qu'espérer qu'ils arrivent au bout cette année et les pousser à y aller, quoi. Dans les buts, le PSG a un gardien qui a montré contre Liverpool qu'il semblait avoir progressé. Comment, toi, t'as jugé cette double confrontation de la part de Donnarumma? Non, alors, moi, je pense qu'il a progressé tout court, et pas seulement dernièrement. C'est-à-dire j'ai remarqué une chose qui me parut évidente, c'est qu'il a perdu du poids et que ça lui permet de se déplacer plus facilement aujourd'hui. Il a été décisif. Après, il est dans son style. C'est-à-dire que ce sera jamais un garçon qui sera capable de faire certaines choses, mais ce qui est important, c'est que ce qu'il sache faire, qu'il le fasse bien. Oui. Et je pense qu'il le fait correctement. Tu le trouves en progrès techniquement, ou alors uniquement parce qu'il est plus décisif? Il arrive à être plus décisif? Non, je pense pas qu'il ait vraiment progressé techniquement. Je pense qu'il a surtout progressé mentalement. Ça s'est vu contre Liverpool au match retour. Et est sorti. Même si c'est pour mettre les points, mais des fois, c'est même mieux de mettre les points parce que l'adversaire, quand il voit un point arriver, il y va pas, quoi. Donc, il s'est imposé là où on avait besoin. Et il a montré qu'il n'avait pas peur. Donc ça, c'est une évolution mentale. C'est pas une évolution technique. Et il a un gabarit qui fait que il y a un style que tu ne peux pas avoir, quoi. En fait, on le verra jamais. Mais il a une envergure, et puis sur sa ligne, il est très très fort. Donc, et malgré justement sa taille, il arrive à se coucher assez rapidement, tout ça. Moi, je trouve qu'on avait été injuste lors du match aller de Liverpool. Sur la frappe à la fin? Ouais. Cette balle-là, ça se sentait dès le départ, ouais. du pied d'Alisson, j'ai eu peur, quoi. C'est 93 que ça dit 9 presque que tu mais c'est exactement ça. C'est exactement plus ou moins ce qui s'est passé avec un partenaire qui n'est pas là où il devait être, en fait. C'est vrai. Nous, le Mendes qui est un peu haut sur... Donc, un duel qui est pas gagné, qui n'est pas perdu, mais qui n'est pas gagné au départ. Un partenaire qui n'est pas là, qui permet une passe magique. Et un adversaire qui a fixé le gardien, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut. Le frappeur, il pouvait frapper des deux côtés. C'est vrai. Donc, je pense pas qu'on puisse dire que c'est la faute de Donnarumma. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'a pas été décisif à ce moment-là, mais on peut pas dire que c'est de sa faute. Tu dis que Donnarumma n'avait pas eu de ballon pendant 90 minutes et il n'a pas fait cet arrêt à la fin.
Donnarumma, il a eu des matchs où il a été beaucoup sollicité, où il était très bon. Même en Ligue 1, des fois, j'ai des souvenirs contre Reims où il avait été beaucoup sollicité. Est-ce que tu trouves que c'est un gardien, à la différence peut-être de Thibaut Courtois, qui peut avoir qu'un seul ballon, il va faire l'arrêt, qui a besoin d'être très 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 sollicité Non, pas spécialement. C'est un contexte. Même Courtois, il reste 90 minutes dans le froid à attendre, à regarder ce qui se passe et tout ça, et il y a un ballon qui arrive. Tu sais, quel que soit le gardien, ce ballon-là, tu en as peur, quoi. Parce que tu sais que quand on est gardien de but, c'est ce que on craint, en fait. Ne rien avoir à faire, et puis avoir un ballon, et des fois un ballon merdique, excusez-moi l'expression, mais à jouer, et puis c'est là qu'on se plante, quoi, en fait. C'est ça notre crainte. C'est une balle de rien du tout, et que tu n'arrives pas à maîtriser. Après avoir parlé du PSG, on va finir avec le face-à-face. Une question, une réponse. Ton plus bel arrêt? Oh, il y en a eu tellement, mon gars. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je peux pas en sortir un, quoi. Parce qu'il y en a eu de différents, de très beaux et tout ça. Et je me rappelle pas de tout non plus, quoi. Ce qui te fascine chez les gardiens? La capacité à rebondir, parce qu'on est souvent les plus critiqués, quoi, en fait. Et la preuve avec Donnarumma, un ballon, il est critiqué, il est responsable. Alors que les attaquants devant, ils ont eu 5 occasions, 6 occasions, ils n'ont pas marqué. Et on les culpabilise pas, en tous les cas, quoi. Ce qui t'énerve le plus chez un gardien? Ce qui m'énerve le plus, chez les gardiens d'aujourd'hui, là, c'est leur façon de jouer, quoi, en fait, quoi. Où je me reconnais pas du tout et où je vois des choses invraisemblables, quoi. La charnière centrale la plus forte devant toi? Ah, j'ai eu du monde, hein. Waouh. En équipe de France, j'ai eu De Sailly et Blanc. Au PSG, j'ai eu Ricardo avec Roche ou Cambouaré. C'est là qu'il faut aller chercher, hein. Mais bon, une en particulier. Si j'avais eu un jour Ricardo côté gauche, De Sailly côté droit, ça aurait été pas mal aussi, quoi. Un mix des deux. Ton modèle? Mon modèle, c'était Pelé. Et chez les gardiens? J'ai jamais eu de modèle de gardien. Un coéquipier des Bleus avec qui tu voudrais repartir en vacances? Christian, Carambeu. L'exercice que tu détestais? Courir. Le geste que tu préférais? Attraper le ballon. L'attaquant le plus coriace que tu as affronté? Coriace, je dirais, enfin, coriace. Qu'est-ce qu'on entend par coriace? Celui qui m'a emmerdé le plus, c'était Bokšić. À chaque fois, il me plantait un but, quoi. Chaque fois qu'on jouait contre Marseille, il trouvait le moyen de me planter un but, quoi. Les PSG-OM d'avant, d'aujourd'hui ou de demain? De demain, en espérant que il n'est pas l'ADN de ceux d'aujourd'hui et d'hier, quoi. L'entraîneur qui comprenait le plus le poste de gardien? Joël Muller. Le conseil que tu donnerais au Bernard Lama né à Saint-Symphorien? De travailler, de ne jamais renoncer à travailler. Donc après, il y a différents travails, différentes façons de travailler, mais in fine, le talent, tu peux l'avoir, mais s'il n'est pas travaillé, tu vas nulle part avec. Merci beaucoup, Bernard, d'avoir retracé toute ta carrière. Merci au restaurant Les Princes qui nous a accueillis à quelques pas du Parc des Princes. C'est un plaisir d'avoir parlé avec toi. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir écoutés. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse également découvrir tous les autres entretiens. Plus de 20 invités ont déjà partagé les coulisses de leur carrière en Ligue 1, en Ligue des Champions, à l'étranger, lors d'une Coupe du Monde ou au JO. Et puis, n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous, à vos coéquipiers, à vos amis, à tous les fans de sport pour l'encourager et lui donner un maximum de visibilité, mais aussi à le partager sur les réseaux sociaux, le noter, le commenter sur les plateformes d'écoute. C'est important pour que la voix des gardiens résonne encore plus et qu'un maximum de passionnés plongent avec nous dans l'aventure. Les mains d'un gardien, c'est son outil de travail. Et pour ne rien laisser filer, vous le savez, il faut du grip. La dernière technologie des gants Decathlon a de quoi vous aider dans vos prises de balles. Le Giga Grip, avec ses 3,5 mm de latex et 3 mm de mousse, a une accroche parfaite.
Selon votre style de jeu, vous avez le choix entre un gant plus traditionnel avec le Viralto ou un plus moderne avec le CLR. En Ligue 2, Florian Escalès et Pierre Patron les ont déjà adoptés. Donc si ça vous intéresse vous aussi, retrouvez tous les gants de Decathlon en lien dans la biographie du compte sur les réseaux sociaux de La Voix des Gardiens. J'en profite pour les remercier une nouvelle fois de soutenir le podcast et de vous avoir proposé ce nouvel épisode.